Le champagne, c'est d'abord le vin de la fête, de la célébration, de la communion, de la convivialité. Un bon champagne, c'est déjà un moment. C'est un mode de vie, c'est une façon d'être. C'est plus qu'un produit festif, plus qu'une boisson festive. C'est juste réunir 3 copains, des gens avec qui on a vraiment envie d'être, pas attendre le moment le plus important de l'année et rendre exceptionnel le moment par le vin qu'on est en train de consommer et le plaisir qu'on prend à le faire. Je remercie le ciel tous les jours d'avoir pu faire ma niche là-dedans et travailler dans des conditions aussi exceptionnelles. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale des 1 an de First. En lançant cette chaîne, nous avons voulu partager avec vous notre amour de l'histoire. Et vous faire découvrir les pionniers qui la façonnent. Alors merci pour votre soutien et pour tous vos messages qui nous motivent à réaliser encore plus de vidéos. Pour cet événement spécial, quoi de mieux que de remonter aux origines de l'une des merveilles du patrimoine de notre pays. Suivez-nous dans l'une des plus belles régions de France pour partir à la recherche du premier champagne. Prenons un peu de hauteur. Là, sur et sous cette terre verte jalonnée de collines au sol crayeux, se trouve l'un des trésors du terroir français. En tendant l'oreille, il est ici presque possible d'entendre le pétillement lointain des bulles, les rires joyeux de ceux consommant le vin et qui ont rendu cette région célèbre dans le monde entier. Si célèbre d'ailleurs que pour beaucoup, un vin pétillant est un champagne. En réalité, seuls les vins pétillants, suivant certaines normes et cultivés dans les frontières champenoises délimitées par la loi du 22 juillet 1927, peuvent jouir de l'appellation d'origine contrôlée, champagne. La Champagne est ainsi devenue indissociable avec son produit phare. Il faut dire que les vignerons, cultivant le savoir-faire de leurs ancêtres, ont su tirer profit des qualités de cette région. À la limite nord de la culture de la vigne, la Champagne se trouve enlacée entre 2 climats à l'alternance bénéfique pour la qualité des raisins. Le climat océanique déverse l'eau, essentielle aux cultures, et offre une stabilité de température très appréciée des vignes. Tandis que le climat continental, plus capricieux et parfois destructeur avec ses gelées hivernales, ramène le soleil au-dessus des plantations afin de leur faire profiter de sa chaleur bienfaisante. Un ensoleillement nécessaire que le relief ondulé de la région favorise. Bombant fièrement leur sommet vers le ciel, les innombrables collines de la Champagne permettent aux vignes, grâce à leur inclinaison, de baigner pleinement dans la lumière solaire, tout en laissant les surplus d'eau, qui manqueraient de noyer la plante, s'écouler en contrebas. Mais le vin, et par conséquent le champagne, c'est aussi la terre. Et le sol champenois offre une particularité minérale qui influence grandement le goût du champagne, la craie. Possédant une forte capacité d'absorption, elle offre une réserve en eau évitant aux vignes d'être trop desséchées durant les étés secs. Et la vigne, se nourrissant au sein de la terre, récupère des nutriments qui vont lui offrir des particularités gustatives uniques. Bien sûr, le sous-sol champenois n'est pas uniforme, permettant aux vins pétillants provenant des 4 régions de la Champagne, la montagne de Reims, la côte des Blancs, la vallée de la Marne et la côte des Bars, de se différencier les uns des autres. Fort de cette richesse, le goût et les caractéristiques du champagne ont grandement évolué au fil du temps. Dès lors, pour pouvoir débusquer les traces du tout premier champagne, nous nous sommes rendus sur place. Alors nous voici au musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale où nous devrions trouver une réponse à cette question. Suivez-moi. Bonjour Madame Ménétrier. Bonjour, bienvenue au musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale à Épernay. Alors nous sommes à la recherche du premier champagne. Est-ce que vous pourriez nous éclairer à ce sujet? Ah oui, tout à fait. Vous êtes vraiment dans le lieu idéal pour trouver une réponse à cette question. Vous êtes ici au musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale, un musée qui est situé à Épernay, avenue de Champagne, donc une adresse prestigieuse, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, dans une ancienne demeure de négociant Champagne, Charles Perrier, d'où le nom de ce château, le château Perrier. Et dans ce musée, nous pouvons partir à la recherche de l'identité de cette Champagne viticole sous tous ses aspects, qu'on soit sur les aspects culturels, techniques, sociaux, économiques, politiques. En effet, ce musée vous fait découvrir l'histoire de sa région, ainsi que celle du Champagne. Et celle-ci remonte loin dans le temps, car bien avant que ne naisse véritablement le champagne, c'est la vigne et le vin qui firent leur apparition dans la région. Mais à quelle époque précisément sont-elles arrivées ici ?
Alors, en Champagne, la culture de la vigne apparaît durant l'époque antique, donc durant l'époque gallo-romaine. Néanmoins, ce qu'il faut tout de suite préciser, c'est qu'ici en Champagne, les Celtes buvaient du vin auparavant, depuis au moins le VIe siècle avant notre ère, du vin qui était importé de Grèce, d'Italie, notamment de la région des Étrusques. Donc il y avait déjà cette habitude de boire du vin, plutôt dans les classes sociales supérieures, et malgré le fait que la vraie boisson des Celtes restait la bière. Il nous reste 2 traces matérielles majeures de cette époque. La première est la Porte de Mars qui se dresse à Reims. Dessus, nous pouvons contempler un calendrier illustré de différentes scènes de la vie de la population de l'époque. Et pour le mois d'octobre, c'est une représentation du pressurage, étape importante de la conception du vin, puisqu'il s'agit de l'extraction du jus du fruit qui fut choisi. Ce choix met en évidence l'association forte entre ce moment de l'année et cette activité notable du travail de la vigne. La seconde trace majeure qui démontre l'existence de la vigne dans la région est le testament de Saint Rémy, célèbre évêque qui baptisa Clovis en 498. Dans ces lignes, nous pouvons lire qu'il légua à son entourage des vignes situées dans le nord de Reims. Alors le vrai développement du vignoble en Champagne, il s'opère durant l'époque médiévale, grâce essentiellement à l'Église, aux communautés religieuses, qui sont les principaux propriétaires du vignoble. Il faut dire qu'à cette époque, la France agence son identité nationale autour de l'idée qu'elle est la fille aînée de l'Église, offrant ainsi à la chrétienté, alors en plein essor, une place centrale dans la société. Le vin y est d'autant plus important qu'il a une connotation symbolique très forte. Il représente le sang du Christ lors de l'un des sacrements, l'Eucharistie. Petit à petit, le vin va également devenir une source de revenus pour ces communautés, puis un signe de réussite sociale pour des seigneurs qui vont à leur tour investir dans la vigne. Il s'agit toujours d'un vin tranquille, c'est-à-dire un vin non pétillant. Alors que boit-on comme vin en Champagne durant l'époque médiévale? On boit un vin tranquille, un vin rouge, qui est un vin qui est faiblement dosé en alcool, un vin qui est plutôt de couleur claire, on l'appelle d'ailleurs le clairet. Et c'est un vin qui va acquérir une première réputation, une première notoriété au XIVe et au XVe siècle. Il cherche à ce moment-là, ce vin en Champagne, ce vin tranquille, il cherche à égaler le modèle beaunois, puisque c'est les vins rouges de Beaune qui sont les plus réputés sur le marché des vins en France à cette époque. Et au XIVe et au XVe siècle, on voit donc apparaître en Champagne, dans les écrits, des vins de rivière et des vins de montagne. Donc c'est en fait les vins d'Épernay et de la vallée de la Marne pour les vins de rivière qui se distinguent. Et pour la montagne, c'est les vins de la montagne de Reims qui se distinguent également. C'est durant le XVe et XVIe siècle qu'on assiste à un effort intense de la part des producteurs de vins pour perfectionner et pour renouveler la qualité des vins tranquilles en Champagne. Et c'est ce besoin de renouveau qui va servir de berceau au Champagne. Au XVIe et XVIIe siècle, une succession de révolutions technologiques et de perfectionnements vont permettre d'aller tout doucement vers une production de vin effervescent. Les vignerons de l'époque s'appliquent alors à améliorer leurs produits, cherchant à lui donner un caractère particulier qui le rendrait reconnaissable parmi la multitude de vins existantes. Ils créent notamment un vin blanc, fabriqué avec du raisin noir, donnant une couleur proche du gris. Ce vin se conserve mieux et est d'une qualité supérieure à ce qui est jusque-là produit. Une attitude naturelle au pétillement des vins de Champagne et d'autres vins nés dans des régions aux caractéristiques climatiques similaires a depuis longtemps été observée. Cela est dû au froid à l'automne qui stoppe la fermentation avant de reprendre au printemps. Sauf que jusqu'à présent, ce pétillement, cette effervescence, est vu comme un défaut. Petit à petit, les goûts ont changé, notamment ça a bien pris à la cour d'Angleterre, où les nobles ont trouvé finalement ce breuvage pétillant plutôt très agréable et surtout très original, et c'est quelque chose qui est devenu petit à petit tendance. Ça a aussi pris à la cour de France, à l'époque de Louis XIV, et de fil en aiguille, finalement, on a trouvé ces vins pétillants extrêmement agréable et on a au contraire mis tout ce qu'on pouvait de technique à l'époque. Alors évidemment c'était les prémices, mais on a commencé à dire aux élaborateurs de l'époque, faites en sorte qu'on retienne de plus en plus de gaz carbonique dissous pour rendre nos vins de plus en plus pétillants. Ainsi, c'est l'effervescence qui a donné vie au champagne et permis le passage d'un vin tranquille à un vin pétillant. Mais lorsque l'on parle d'effervescence, de quoi s'agit-il précisément? En quelques mots, l'effervescence, qu'est-ce que c'est? C'est le gaz carbonique dissous dans le champagne qui ressort progressivement au fil de la dégustation sous forme de bulles. Alors d'où vient ce dioxyde de carbone dissous? Il vient d'un processus qu'on appelle la fermentation. La fermentation, qu'est-ce que c'est? C'est la transformation sous l'action des levures du sucre qui est présent dans le vin. C'est sa transformation en éthanol, donc c'est l'alcool.
et en dioxyde de carbone. Et au cours d'un processus qu'on appelle la prise de mousse, donc qui est une deuxième fermentation alcoolique en bouteille, les quantités de gaz carbonique qui sont rejetées par les levures vont être emprisonnées dans la bouteille sous forme de dioxyde de carbone dissous. Et quand vous ouvrez votre bouteille, qui est évidemment sous pression puisqu'elle a subi une fermentation alcoolique, vous faites retomber la pression dans la bouteille qui revient à la pression ambiante, et c'est à ce moment-là que le dioxyde de carbone dissous commence à ressortir progressivement du vin sous forme de bulles. Bien évidemment, ce changement ne fut pas aisé à maîtriser, et les vignerons luttèrent longtemps pour conserver ce qu'ils avaient considéré pendant des siècles comme un défaut. Dès lors, qui fut le premier à réussir cette prouesse? Une figure de proue émerge-t-elle? Le moine Dom Pierre Pérignon est souvent cité comme l'inventeur du champagne. Est-ce réellement le cas? Alors Dom Pérignon, il a en effet une grande notoriété en Champagne. On lui attribue l'invention du champagne. Ce n'est pas le cas. Dom Pierre Pérignon n'a certainement jamais de l'abbaye d'Auvillers. C'était un observateur minutieux de la culture de la vigne et il a mis en place l'assemblage des mous, ce qui est très important puisqu'aujourd'hui, dans l'appellation champagne, une des notions clés, c'est justement cet assemblage qui aujourd'hui est un assemblage des crus, des cépages et des millésimes. Donc là, c'est le rôle vraiment important qu'on peut attribuer à Dom Pierre Pérignon. Pour la suite, ça sera essentiellement une opération de marketing et un storytelling qui va se construire au 19e et au 20e siècle et qui fera de Dom Pierre Pérignon l'inventeur du champagne. Donc, ça reste une légende, mais néanmoins, c'est une figure importante de l'histoire de la Champagne viticole. Le mystère reste donc entier sur le véritable premier champagne de l'histoire. Résultat d'un long processus, il est encore aujourd'hui difficile de déterminer l'origine ou le créateur de ce produit phare de notre pays. Néanmoins, il nous est possible de nous rendre dans la première maison de commerce de Champagne, maison célèbre puisqu'elle est l'un des noms qui viennent le plus facilement à l'esprit lorsque l'on pense au champagne, Ruinart. Et nous nous sommes rendus à Reims pour comprendre le contexte de sa création. Alors les origines de la maison Ruinart remontent à plusieurs siècles maintenant. Au tout début de la maison Ruinart, on est en 1729, le 1er septembre 1729, et Nicolas Ruinart, qui est le fondateur de cette maison, crée la toute première maison de négoce de vin effervescent de Champagne. Il faut se remettre dans une époque où le produit que tout le monde connaît aujourd'hui n'existe pas encore complètement. Mais on est aussi à une époque où la loi française est extrêmement compliquée. Elle interdit le transport de vin en bouteille. L'interdiction du transport de vin en bouteille sera complètement levée sur le territoire français à partir de 1728. Et vous imaginez très simplement que transporter des vins effervescents en tonneau, ça marche pas. Donc il va falloir attendre que cette loi ait complètement changé pour pouvoir commencer à vendre des vins effervescents et donc du champagne. Et c'est donc mai 1728, quand Louis XV, qui dirige le destiné du pays, va décider de changer la loi en prenant un édit royal qui autorise le transport de vin en bouteille. Et il faudra une quinzaine de mois à Nicolas Ruinart, le fondateur, pour décider de créer une société, probablement pour acheter des vins tranquilles à des vignerons, commencer à les transformer en champagne et faire les toutes premières expéditions. Au départ, la famille Ruinart était une famille qui travaillait dans le textile, dans l'industrie des textiles et des draps. Ils étaient drapiers. Et il est vrai qu'ils ont continué à mener les deux activités de front, mais ils se sont vite rendus compte au bout de 6-7 ans que effectivement l'activité du champagne était quand même très intéressante et qu'ils allaient vraiment se spécialiser dans cette activité-là. Et c'est au XVIIIe siècle que le fils de Nicolas, Claude, a décidé justement de s'élargir un petit peu, puisqu'autrefois la maison Ruinart était vraiment en centre-ville de Reims, donc ils avaient peu de place pour stocker les bouteilles et vraiment les faire vieillir. Et c'est à ce moment-là que Claude, justement, a décidé d'aller au-delà des murs de la ville et d'arriver dans ces fameuses crayères, dans ces carrières de craie, qui ont été en fait creusées au Moyen-Âge et par les gens de Reims. On extrayait la craie par le haut, c'est pour ça que vous avez cette forme un peu pyramidale dans les crayères qui leur permettait donc de construire les murs de la ville. Et à cette époque-là, quand Claude est arrivé, c'était un peu un endroit dangereux de Reims. Et il a vu vraiment ce potentiel de ces crayères très profondes avec une température constante toute l'année. Donc le vin a vraiment besoin de cette constance, une humidité assez importante. Vous vous en rendez compte avec cet effet très humide sur votre peau et vos textiles. Et puis également une obscurité parfaite avec justement ces parfois 30 mètres de profondeur qui vous permettent de protéger vraiment vos vins durant leur vieillissement. On est au XVIIIe siècle, la révolution industrielle n'est pas arrivée, c'est XIXe siècle, la révolution industrielle, et le métier des verriers est encore un métier extrêmement artisanal. On va à cette époque souffler les bouteilles à la bouche, et quand on fait des bouteilles pour un vin effervescent, on a besoin de faire des bouteilles qui soient extrêmement résistantes à la pression. Magie.
Voilà une bouteille originale du XVIIIe siècle. Je ne peux pas vous dire que c'est une bouteille de Ruinart, j'en sais rien. J'en sais rien parce qu'au XVIIIe, il n'y a pas d'étiquette sur les bouteilles. En revanche, si vous la regardez, je vais vous la montrer. Pour ceux qui vont regarder, ce sera moins parlant, mais j'ai besoin que vous la portiez pour vous rendre compte à quel point elle est lourde. On fait un vin effervescent. On arrive dès le XVIIIe siècle. Et quand on n'a pas un verre parfait, parce que si vous regardez à travers, vous allez voir plein de petites bulles, plein de petits défauts, eh bien en fait, on va avoir besoin de garder énormément de matière. Et donc, pour garder beaucoup de matière, on va faire gonfler la bouteille plutôt que de l'étendre. C'est la raison pour laquelle les bouteilles du XVIIIe ont cette forme-là. Si elles avaient eu une forme plus allongée, alors que c'était déjà le cas pour certaines bouteilles de vin, on aurait eu un verre trop fin pour résister à la pression. Mais alors que la bouteille évolue pour permettre une meilleure conservation, le XVIIIe siècle voit également l'apparition des premiers verres à champagne. Et nous pouvons y déceler la construction des premiers mythes autour du champagne. On dit par exemple que les premières coupes avaient été moulées sur la poitrine. Alors il y a deux écoles, il y a soit Madame de Pompadour, soit Marie-Antoinette. Je ne sais pas trop, mais ça vous donne l'idée un petit peu de la forme. On a quelque chose qui est une forme de gobelet, pas très très haut, on est très très loin de la flûte, qui est devenue très à la mode dans les années 90-2000. Néanmoins, l'utilisation des coupes est un fait avéré puisque nous pouvons les voir sur des tableaux de l'époque, comme celui du déjeuner d'huîtres de Jean-François de Troyes ou le déjeuner au jambon de Nicolas Lancret, tous deux peints en 1735. Il s'agit là des premières représentations peintes du champagne. Sur ces tableaux, nous voyons déjà une consommation festive du champagne. Servant de boisson, unissant les proches autour d'un bon repas ou d'un bon moment, l'image du champagne est proche de celle que nous avons aujourd'hui. Il est la promesse d'un bon moment, comme l'illustrent ces trois hommes regardant le bouchon sauter et un sourire courbant leurs lèvres. Ces deux hommes visiblement ravis de faire couler ce pétillant breuvage, ou encore cet homme finissant goulûment sa coupe. Il se dégage de ces tableaux une bonne humeur contagieuse, donnant envie de partager avec eux cet instant privilégié qu'ils sont en train de vivre. Ainsi, nous pourrions découvrir avec eux le goût de leur champagne, car s'il est resté principalement un vin de fête, sa saveur, elle, a évolué. On a une idée effectivement peu précise, puisque aujourd'hui, même si on ouvrait des bouteilles de ce siècle-là, finalement, on aurait eu l'effet du temps après sur le vieillissement. Mais on peut se dire déjà qu'à l'époque, on dégustait les champagnes avec beaucoup plus de sucre, beaucoup plus de dosage. Autrefois, on était vraiment beaucoup plus sur des dosages. On disait même qu'on rajoutait du sucre à la petite cuillère. C'était un mode de consommation totalement différent à l'époque. Et encore une fois, on peut se rendre compte que le processus d'élaboration était lui aussi également différent, que la science est passée par là. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été effectuées pour mieux contrôler toutes les transformations dans ce processus d'élaboration qui est extrêmement complexe et qui vous permet justement de protéger un certain nombre d'arômes jusqu'à l'ouverture de la bouteille sur la table de votre dégustation. Et quelles sont les innovations qui ont permis de passer de la fabrication peut-être hasardeuse d'autrefois à une fabrication beaucoup plus maîtrisée aujourd'hui? Alors il y a eu une série d'innovations. Déjà, même le processus même de la champanisation part d'une innovation qui était l'innovation du verre, puisqu'il fallait être capable de construire un verre qui résiste à une telle pression. Donc c'est vrai que ça a été fait de l'autre côté de la Manche chez les Anglais. Ces avancées permirent au champagne de se bonifier et prendre en maturité. Ainsi, il commence à structurer les normes qui sont les siennes. Alors c'est au cours du 19e siècle que les principes de ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode champenoise vont être définitivement mis en place. Et notamment donc, de nouvelles étapes d'élaboration du champagne, le remuage, le dégorgement et le dosage. Le 19e siècle est en effet un siècle très important en termes de révolution œnologique et chimique. Il y a énormément de découvertes qui vont être faites durant ce siècle. Et donc ça va permettre pour le champagne, pour le vin mousseux de champagne, de progressivement mieux maîtriser ce phénomène de l'effervescence. La première révolution fut apportée par des chimistes comme Chaptal et Gay-Lussac qui vont apporter les connaissances nécessaires sur la première fermentation, c'est-à-dire la transformation du sucre en alcool. De leur côté, les recherches de Pasteur vont mousser l'apparition des bulles, autrement dit, de l'effervescence. Les travaux de Jean-Baptiste François démontrent le lien entre le sucre et le gaz carbonique et permettent ainsi de mieux contrôler la pression contenue dans les bouteilles et éviter de la casse. De nouvelles étapes sont aussi ajoutées au processus de fabrication et font à nouveau progresser la qualité du vin. Une fois mis en bouteille, le champagne est, grâce à l'invention de la table de remuage par Madame Clicquot, régulièrement pivoté sur lui-même lors du remuage pour que les dépôts glissent vers le bouchon. Puis celui-ci est retiré définitivement du vin lors du dégorgement.
Ces étapes de production sont encore aujourd'hui au cœur de la méthode champenoise. Le 19e siècle est donc l'époque où le champagne se trouve pleinement. Les nombreuses avancées scientifiques permettent de mieux le maîtriser et ainsi de stabiliser le processus de production. Mais la fin de ce siècle voit l'arrivée d'une succession de crises qui vont mettre à mal la région et l'obliger à renaître de ses cendres plusieurs fois en à peine quelques décennies. La Champagne a connu des crises majeures, le monde a connu des crises majeures. Si on commence par des crises plutôt historiques, qui n'impactent pas nécessairement le produit lui-même, on est une région de conflit. Nos amis et voisins allemands ont adoré venir à plusieurs reprises nous rendre visite, et à chaque fois, à chacun de leurs passages, il y a eu un impact sur l'économie de la région. 1870, la guerre contre la Prusse, on se bat à l'époque pour essayer de récupérer l'Alsace, la Lorraine et un certain nombre de choses comme ça. Les Prussiens envahissent la ville de Reims, ça met quand même un certain coup d'arrêt à tout ça. Mais j'ai commencé qu'en 1870, on aurait pu parler des guerres napoléoniennes, on aurait pu parler de tout ça. 1914, on a la Première Guerre mondiale, qui est un conflit absolument incroyable au niveau du monde, bien entendu, mais qui va impacter la ville de Reims de façon dramatique. C'est 951 jours de bombardement non-stop sur la ville, qui sera détruite à 85%, 97% des bâtiments touchés. Pas tous rasés, mais touchés. Ici, par exemple, au cœur de la maison Ruinart, les bâtiments dans... Ces crises ont un impact immense sur le champagne et font prendre conscience aux producteurs de la nécessité. Alors, qu'en est-il du champagne aujourd'hui ? Eh bien, nous sommes partis à la rencontre de Marianne Gamet, vigneronne dans la vallée de la Marne, en Champagne, qui va nous expliquer les différentes étapes qui jalonnent de nos jours l'élaboration. La vigne, c'est un principe de cycle végétatif, donc on suit la vigne toute l'année. Ensuite, elle a de redémarrer une nouvelle fois et de redémarrer sur des bonnes bases pour... Le réchauffement climatique tend à avancer dans l'année. Les grappes sont ensuite pressées. Le jus obtenu s'est transformé en vin. Donc on va laisser quelques mois, quelques semaines se passer, on va observer les vins, les déguster. Et à la suite de ça, on va organiser les assemblages. Donc c'est le moment où on va assembler les vins ensemble, donc des vins de l'année, des vins de réserve, des tonneaux et des cuves. Voilà. L'assemblage très champenois est le moment où le vigneron choisit le goût de son vin. Une fois le vin élaboré, il est mis en bouteille lors de l'étape du tirage, durant laquelle des levures et du sucre sont ajoutés pour permettre la seconde fermentation, apportant ainsi exactement 1,5% de volume d'alcool et 6 bars de pression de CO2 dans la bouteille. Cette seconde fermentation est le moment où le vin... Et la création des bulles. Et au-delà de ça, le vieillissement va aussi permettre de retirer les levures qui sont à l'intérieur de cette bouteille. Sinon, vous aurez à boire et à manger dans la bouteille. Chose que, on aime un peu moins, on préfère le boire plutôt que le manger. Donc les levures, en fait, pour les retirer, c'est le principe du remuage qui se pratique soit à la main ou soit mécaniquement avec des gyropalettes. Donc l'idée, c'est que les lies qui sont dans la bouteille se retrouvent dans le goulot de la bouteille. C'est un processus assez simple. Les bouteilles sont allongées au début et ensuite, petit à petit, on va faire une rotation pour que les dépôts qui étaient allongés dans la bouteille se retrouvent dans le goulot de la bouteille. Et une fois que le dépôt est dans le goulot de la bouteille, là on va programmer un dégorgement. Et ce dégorgement, en fait, le principe c'est d'éjecter la capsule, le dépôt, et d'y ajouter ensuite la liqueur de dosage et le bouchon. Et une fois que le bouchon est mis, c'est parti pour la vente. Il n'y a plus qu'à habiller la bouteille, mettre en carton et à être consommé, avec modération. Quiconque a déjà consommé une boisson gazeuse, que cela soit de l'eau, du soda ou du vin, a dû se perdre un instant à la contemplation des bulles remontant vers la surface. Peut-être même que vous les avez comptées. Eh bien, Gérard Liger-Belair en a fait son métier pour percer ce mystère pétillant sous nos yeux. Est-ce qu'on sait combien il y a de bulles dans un verre de champagne? Alors oui, on s'est amusé à faire le calcul théorique qui est pas évident à mener, mais alors on s'est amusé à le faire. Alors évidemment, ça va dépendre de la géométrie du verre que vous utilisez. Je vais vous donner un ordre de grandeur. Si vous laissez dégazer une flûte, je dirais standard, avec un volume autour de 100-120 ml de champagne, c'est un volume tout à fait classique, elle va faire grosso modo autour de 1 million de bulles. C'est à peu près l'ordre de grandeur. Est-ce qu'on va revenir sur le destin d'une bulle? Pourquoi est-ce qu'elle naît dans un verre et quelle est presque son espérance de vie dans un verre? Alors, bah oui, une bulle, c'est un peu comme vous et moi, elles ont un cycle de vie, alors évidemment beaucoup plus bref. Alors pour qu'une bulle naisse, le principe est simple, il faut que vous ayez une impureté accrochée à la surface du verre. Dans la plupart des cas, chez vous, si vous n'avez pas fait un traitement particulier à votre verre, il y aura toujours des petites impuretés qui sont présentes dans l'air, qui vont venir tapisser le verre et qui vont servir à former les bulles. Donc vous avez des petites particules accrochées à la surface du verre qui vont donner naissance aux bulles. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail du processus qui est compliqué, mais voilà, sur le principe, c'est que ce sont des petites imperfections
qui vont donner naissance aux bulles. Donc la bulle, elle va naître, ensuite elle va se décrocher de la particule et elle va amorcer sa course vers la surface. Alors ça, grosso modo, ça va durer entre 1 et 2 secondes. Donc il va falloir entre 1 et 2 secondes pour qu'elle rejoigne la surface. En surface, qu'est-ce qui va se passer? Elle va vivre plus ou moins longtemps et à un moment donné, elle va éclater. Au moment où la bulle éclate, vous projetez à très très haute vitesse un petit filet de champagne qui va se casser en toutes petites gouttelettes de vin, mais qui vont être projetées à très haute vitesse et qui vont énormément accélérer l'évaporation des arômes. Donc vraiment, le fait que la bulle éclate, c'est une très grande supériorité par rapport aux vins tranquilles qui par définition n'ont pas de bulles. Les bulles vont être un exhausteur d'arômes extraordinaire. Aujourd'hui, ces bulles disséatives du producteur les ayant enfermées dans les bouteilles. Ainsi, partout les bouchons sautent pour célébrer au juste par plaisir. C'est un monument du patrimoine de notre pays et le savoir-faire d'une région. Dictée sous forme de normes que les vignerons doivent respecter, elle façonne le produit que nous consommons, mais développe une inventivité surprenante. Seulement, peut-on réellement être artiste en produisant du créativité et d'expression qui est possible lors des sessions d'assemblage, où là, vous allez vraiment utiliser vos sens. Une mission commune, permettre par leur travail d'offrir un moment de bonheur à ceux qui enlèveront le bouchon d'une bouteille de champagne. Celui-ci tient une place différente mais toujours spéciale dans chacun de nos grandes occasions. Selon moi, c'est quelque chose qui s'apprécie autour d'un bon moment avec des amis, en famille. Notre produit n'a pas été créé au XVIIe, au XVIIIe siècle pour être quelque chose de compliqué. Il a été créé pour apporter du plaisir, de la surprise, de l'émerveillement à celui qui le consomme. J'ai